c'est la grande peinture lettrée, en fait qui est pratiquée par des intellectuels. C'est une peinture qui se pratique à l'encre, essentiellement sur papier ou sur soie, et qui a privilégié en fait le thème du paysage, car dans la Chine, dans la tradition chinoise, ce qui est très important en fait, et ça on rejoint évidemment ce substrat philosophique, spirituel, qui permet justement de comprendre la motivation des artistes et le choix d'une certaine iconographie qui est privilégiée, paysage, c'est l'idée que l'homme finalement doit rechercher une harmonie, une unité harmonieuse avec la nature, ce qui explique évidemment la place fondamentale qu'a occupé le paysage. Autre particularité de la peinture chinoise par rapport à la peinture occidentale, c'est bien entendu le lien étroit qui existe en Chine entre peinture et calligraphie. La peinture lettrée finalement doit se définir par cette union entre les trois arts que sont la peinture, la calligraphie et la poésie. Et souvent, en fait, dans les peintures lettrées, on trouve en fait dans l'espace même du tableau un poème calligraphié. Alors, la recherche finalement d'une certaine pureté, d'une sobriété était cultivée par les lettrés. Donc c'est la raison pour laquelle souvent, en fait, quand on est confronté à ces paysages, eh bien, ce sont des paysages qui sont vous voyez, réalisés avec une encre très légère, et la place du vide, comme l'a signalé tout à l'heure notre collègue, est évidemment très importante. C'est un espace d'échange, de respiration, où circule en fait un souffle qui est le souffle spirituel, qui est aussi une expression de l'intériorité de l'artiste. Alors ici un exemple de peinture lettrée, où on voit effectivement la présence de la calligraphie au sein même de l'espace du tableau, et puis toujours cette recherche de dépouillement, de sobriété, qui est évidemment un trait de cette peinture lettrée. Alors, autre particularité de cette peinture lettrée, c'est une peinture qui ne recherche pas la ressemblance. Autrement dit, la mimésis n'est pas un critère d'excellence, bien au contraire. Ce qui est cultivé, c'est la qualité du trait. Et cette qualité du trait est une expression, en fait, de l'intériorité de l'artiste et de ses qualités morales et spirituelles. Vous avez ici une œuvre de Chuta, qui représente donc un bouton de lotus et des feuilles, et vous voyez que c'est une peinture finalement qui tendrait presque vers une forme d'abstraction. Alors, deuxième catégorie de peinture, c'est une peinture, j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, que la particularité aussi de cette peinture, c'est qu'elle est réalisée dans une technique qu'on appelle le shi, qui signifie exprimer ou écrire l'idée. Donc il faut que cette peinture soit tracée, vous voyez, de façon très rapide, c'est l'immédiateté finalement du geste inspiré qui permet à l'artiste, il n'y a pas de repentir possible sur ce type de réalisation, qui traduit instantanément l'inspiration fulgurante et passionnée de l'artiste. Deuxième type de catégorie de peinture, qui est évidemment moins élevée dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de hiérarchie de la peinture chinoise, c'est la peinture qui est réalisée par des peintres professionnels qui étaient actifs à la cour impériale. Et vous avez ici un exemple, une peinture qui se pratique à l'aide de la technique en kongpi, qui signifie le travail du pinceau. Les artistes, en fait, font montre d'une très grande dextérité technique. Ils vont cerner les contours des formes très précisément, et à l'intérieur de ces contours, ils vont passer les couches successives de peinture, de couleurs, pour obtenir ces dégradés que nous voyons ici. Voici quelques exemples de cette peinture de cours réalisée par des peintres professionnels. Donc les sujets étaient assez variés. Voilà. Et enfin, troisième catégorie de peinture, celle qui est vraiment la moins estimée, qui n'est même pas reconnue comme de la peinture par les lettrés, c'est la peinture artisanale, décorative, dont les coloris, vous voyez, sont extrêmement vifs, et là vraiment on est aux antipodes de la sobriété recherchée par les lettrés. Vous avez ici un exemple, la peinture chinoise souvent aussi réalisée pour l'exportation, donc du XVIIIe siècle. Voici un autre exemple qui montre un peu la variété des sujets qui sont abordés. Et ce type de peinture perdure aussi jusqu'au XIXe siècle. Vous avez ici un exemple du début du XIXe siècle pour bien montrer les différences qui existent entre ces différents types de peinture. Alors maintenant, on vient encore du sujet, donc quelle était la peinture qui était visible en Occident, quel type de peinture était finalement accessible. Je choisis en fait de vous évoquer finalement trois types d'exemples, trois types de sources plutôt. D'abord la représentation de ces peintures, donc comment apparaissent-elles en fait dans les représentations occidentales. Autre source qui me semble importante, les collections. Donc quel type de peinture figurait dans les collections occidentales. Et enfin,
comment on en parlait en fait dans les sources écrites, les sources textuelles. Alors d'abord un exemple que mon collègue hier vous a montré, que vous connaissez bien maintenant, donc la chinoise élégante, tirée de l'ouvrage d'Athanasius Kircher, China Illustrata, du XVIIe siècle. Je l'aborde évidemment sous un autre angle. Il s'agit en fait d'une peinture, enfin d'une gravure qui représente évidemment un intérieur chinois, et la présence ici de la peinture n'est là uniquement que comme en fait un élément du décor. Et elle n'a finalement qu'une valeur documentaire. Il ne s'agit pas ici, vous voyez, de prendre en compte cette œuvre, enfin, cette peinture, comme une œuvre d'art. Elle est posée de façon assez négligée sur le rebord de la table, ce qui évidemment est inconcevable dans la tradition chinoise. Et vous remarquerez également que cette gravure n'emprunte en aucun cas les spécificités de la peinture chinoise, qui se signale dans les exemples que j'ai montrés tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, l'absence aussi de modelé, ce qui est vraiment très caractéristique de la peinture chinoise. Ici, au contraire, donc, il y a une insistance sur le modelé, et vous verrez que l'espace est mis en perspective. La perspective linéaire étant évidemment absente en fait, de la peinture chinoise traditionnelle, et les traits évidemment ne s'en préoccupent guère. Autre exemple d'œuvres en fait, inspirées par la peinture chinoise, il s'agit ici d'illustrations qui proviennent de l'état présent de la Chine en figure, de Joachim Bouvet, de 1697. Il s'agit en fait d'un ensemble d'images en fait, qui présentent des costumes chinois, ces gravures réalisées à partir de peintures chinoises. Et dans sa dédicace, Joachim Bouvet, donc, qui adresse évidemment cet ouvrage au duc de Bourgogne, insiste sur le fait que ces images ne sont pas de nature à finalement lui plaire. Autrement dit, il ne s'agit pas de mettre en valeur ici les qualités picturales de ces œuvres, mais au contraire, il insiste sur le fait que ce sont des costumes qui sont là finalement pour donner une idée de la façon dont les femmes occidentales devraient s'habiller pour que leurs vêtements soient plus conformes à la pudeur. Donc vous voyez que finalement le propos n'a rien à voir avec un intérêt artistique. Autre exemple, ici, une œuvre de Jan van Kessel qui représente l'Asie, qu'il avait, comme tout à l'heure dans les collections de Ferdinand de Tyrol, un intérêt pour ces peintures qui n'était visiblement pas un intérêt artistique. Alors, ce qui pourrait l'illustrer sont les collections de peintures chinoises de Bertin, dont on reparlera cet après-midi. On remarque en fait que ces collections de peintures, donc vous avez ici donc un exemple, présentent en fait des séries, donc il y a des séries sur l'architecture, des séries sur les animaux, la flore et la faune, les métiers, qui montrent finalement que l'intérêt de Bertin était avant tout motivé par l'aspect documentaire, scientifique. D'ailleurs, sur cette planche, vous pouvez voir, en tout cas sur cette page, vous pouvez voir qu'il y a des inscriptions ici à la fois en chinois et en transcription occidentale. C'est le cas également de cette peinture, montrant un vase. On trouve une fois de plus une inscription sur le côté. Et on peut dire que cet intérêt finalement documentaire n'est pas évidemment limité à la collection de Bertin. Donc je trouvais d'autres exemples ici à la BNF, donc un album de peinture remis en 1776 par l'abbé Martin, qui comporte, c'est un style de peinture évidemment que tout le monde a bien identifié, comporte, vous voyez, une inscription qui est une transcription finalement du Roi qui signifie lotus. C'est le cas également de Traohua qui renvoie évidemment à la fleur de péché. Donc un intérêt avant tout documentaire. Alors, qu'en est-il maintenant de l'appréciation de cette peinture dans les textes? Il est vrai que la peinture chinoise finalement va intéresser assez tôt avant les missionnaires jésuites. Vous avez ici une appréciation de Juan González Mendoza qui est assez tôt dans le siècle, enfin en tout cas dans le siècle qui nous intéresse. En fait, il s'agit d'un témoignage du XVIe siècle, mais vous avez ici la traduction en français qui date du XVIIe siècle, où Mendoza évoque en fait des Chinois qui sont grands peintres de feuillage, d'oiseaux et de chasse, comme on peut le voir sur les lits et les tables qui s'apportent de leur pays. Alors c'est très intéressant en fait
constater que l'appréciation de Mendoza, elle évoque finalement une remarque, une appréciation qu'on retrouvera de façon récurrente, à savoir que les Chinois sont assez experts dans la façon de représenter les oiseaux, les fleurs, etc. Mais ce qu'il a vu, en fait, ce sont des peintures sur des lits et des tables. Donc ce n'est pas évidemment cette peinture à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Et les Occidentaux qui sont en contact de cette peinture vont la juger en fonction des critères d'appréciation occidentaux. Alors nous avons déjà, on peut commencer par l'appréciation des pères jésuites, notamment Matteo Ricci, pour lequel les Chinois ne savent pas peindre à l'huile. Donc le fait de ne pas pratiquer la peinture à l'huile, évidemment, un défaut, ni mettre des ombres à ce qu'ils peignent, donc la question du modelé, évidemment, qui est importante dans l'art occidental, et ainsi, dit-il, toutes leurs peintures sont mortes et sans aucune vie. Vous voyez que le jugement est quand même assez dur. Finalement, ce type de jugement perdure. Voici donc un jugement d'Alvarez Semedo, également jésuite du XVIIe siècle. Les Chinois, donc ils n'ont plus de curiosité que de succès pour la peinture, car ils ne savent pas ombrager un tableau ni peindre à l'huile. D'où vient que les personnages n'ont ni grâce ni perfection. Tout ce qu'ils font le mieux sont des arbres, des fleurs et des oiseaux, qu'ils représentent au naturel. Il est vrai qu'à présent, ils ont appris de nous à détremper les couleurs avec de l'huile et savent les appliquer à merveille. Donc ce qu'ils relèvent finalement, ce sont les qualités des Chinois qui se mettent finalement à pratiquer les techniques occidentales. Alors c'est ce qui me permet maintenant d'aborder la question des et Castiglione et les autres peintres missionnaires finalement vont avoir à cœur plutôt de transmettre les techniques occidentales. Ils vont adopter finalement la technique chinoise parce qu'ils étaient plus ou moins contraints pour évidemment plaire à l'empereur. Voici un portrait équestre de l'empereur Shannon. Mais on voit que peut s'empêcher, de souligner les modelés lorsqu'il peint cette carte, ou encore le modelé de ce vase. Vraiment un rendu du relief qui serait inimaginable dans une peinture chinoise. Alors, ce témoignage d'Attiret, qui est un autre peintre missionnaire jésuite qui a travaillé à la cour de Chine, est très instructif en fait sur la manière dont Attiret se plaint en fait d'avoir travaillé à la manière chinoise. Il m'a fallu oublier une partie de ce que j'avais appris avec tant d'études et de travail en Occident, il faut comprendre, et me faire à une autre manière de peindre. Outre qu'il m'a fallu apprendre à l'eau sur une espèce de gaze blanche, peinture difficile, délicate et qui a quelque chose de plus fin que la miniature, tout ce qui se peint à lui doit être peint dans le même goût sans ombre. Les carnations blanches comme du lait, les draperies resserrées, plissées en tuyaux d'or, à peu près dans le goût de nos anciens. Avec cela, les têtes sans expression, les attitudes sans mouvement, la perspective linéale sans dégradation, sans pouvoir mettre en pratique la perspective aérienne. Donc finalement, ce qui reproche en fait à la peinture chinoise, c'est tout ce qui constitue en fait ses particularités, ce qui la distingue en fait de la peinture récurrente. C'est toujours les mêmes reproches que l'on retrouve, notamment chez Joachim Sandra au XVIIe siècle. Je passe rapidement puisque l'heure tourne. Donc dans la Deutsche Akademie der Bau, Bildhauer und Malerkunst de 1675, là encore, donc, il reproche aux Chinois l'absence de perspective, l'absence de modelé. Donc là, je passe sur cette citation un peu longue. C'est le cas également de John Barrow, qui avait accompagné Lord Macartney lors de son ambassade en Chine. Ici, vous voyez que John Barrow, il évoque les Chinois ne peuvent être considérés dans le domaine de la peinture que comme de misérables barbouilleurs. Il est beaucoup de choses qu'ils sont incapables de dessiner avec correction. Ils ne savent pas non plus donner du corps aux objets par une juste application des jours et des ombres, ni varier par la touche les teintes délicates d'une couleur, etc. Et alors, évidemment, il reconnaît un certain talent à imiter avec exactitude l'art des eaux, les fleurs et les oiseaux. Donc c'est toujours les mêmes finalement qualités qu'on leur reconnaît. Enfin, c'est d'imiter la peinture des oiseaux et des insectes et des fleurs. Et ils ne conçoivent pas comment il faut s'y prendre pour faire paraître sur la toile les objets dans l'éloignement, en les diminuant, en leur donnant un coloris plus faible et enfin en employant l'art de la perspective. Vous voyez que c'est toujours en fait les mêmes reproches. A même acquis des peintures à Canton sur ces thèmes, je passe,
qui souligne la beauté du coloris. C'était une peinture évidemment très au coloris très vif. Et je voulais également vous parler de l'appréciation de William Chambers, parce qu'il me semble en fait que dans cette appréciation de William Chambers, il passe totalement à côté de ce qui pourrait, enfin ce qui me semble être une évocation de la peinture lettrée. Car vous avez ici, dans les dessins des édifices, meubles, habits, machines et ustensiles de 1757, le passage suivant. Les Chinois ont une grande vénération pour ces tableaux, dans l'idée que ceux qui les ont peints étaient inspirés. C'est le fameux sa peinture en Chili, etc., qui est réalisée très rapidement. Ce sont des représentations ou de paysages ou de figures communément dessinées sur du papier blanc en encre de Chine. Donc là, on est vraiment dans la peinture à l'encre de Chine sur monochrome, sur papier. Ces pièces sont ordinairement touchées avec esprit, donc ça c'est un indice aussi, mais elles sont trop incorrectes et trop peu finies pour mériter une grande attention. J'ai cependant vu quelques paysages dont les sites étaient très bien imaginés, mais qui, à tout autre égard, étaient extrêmement défectueux. Donc il me semble que là, il passe à côté, peut-être, d'une peinture lettrée à l'encre de paysages. Il est assez sommaire des peintures qu'il a pu voir. C'est un extrait des mémoires, car dans la mouvance des jésuites, évidemment encouragé par Bertin, au XVIIIe siècle, en fait, on assiste à un changement radical. En effet, le point de vue sur la peinture chinoise va connaître un bouleversement par rapport en fait, aux appréciations dont je viens de vous parler, car ces pères jésuites étaient évidemment au contact de la peinture chinoise, puisqu'ils étaient en Chine, et il y avait également, parmi les personnes qui ont rédigé, vraisemblablement aussi des Chinois en fait. Donc ils avaient évidemment une approche de la peinture qui était évidemment une approche de l'intérieur, et bien entendu ils vont donner aussi leur point de vue. Alors ce passage des mémoires est un peu long, mais il est intéressant car ce passage montre bien la distinction qu'il convient de faire entre la peinture artisanale d'exportation et la peinture des peintres professionnels qui travaillaient à la cour. On ne connaît la peinture des Chinois que par des figures grotesques, mal dessinées sur du papier et qui n'ont d'autre mérite que la vivacité de la couleur des habillements. Mais cette manière de juger de leur peinture est aussi peu exacte que le serait celle d'un Asiatique qui ne voudrait juger de la nôtre que par les images grossières et mal enluminées qu'on vend par milliers dans nos campagnes. Il faut savoir qu'à la veille du départ des vaisseaux qui font leur retour en Europe, les artisans de Canton de tous les métiers se font peindre pour le moment. Écran, paravent, éventail, tout s'enlève pour nous et se vend bien. Quelqu'un, tant soit peu raisonnable, peut-il penser que ce sont là des modèles? Nous avons sous les yeux des peintures à la gouache venues de Pékin, donc la cour impériale. Elles représentent les unes l'intérieur magnifique des palais de l'empereur, et des maisons des mandarins, des cabinets de curiosité naturelle, etc. Et d'autres, excusez-moi. Charmant, des détails champêtres, avec des figures dont le dessin est d'une correction étonnante. La perspective y est bien observée, introduite par les jésuites, et les couleurs sont d'une vivacité à laquelle nous n'avons pu atteindre jusqu'à présent. Donc une appréciation assez étonnante par rapport à celle que j'évoquais tout à l'heure. Vraiment un point de vue très intéressant. Il ne faut n'avoir aucune idée de notre peinture pour ignorer que les peintures de goût parmi nos amateurs sont des peintures qui pêchent par des couleurs faibles, éteintes et sans force. C'est un passage qui fait référence à la peinture à l'encre, en chéli, etc., très dépouillée. Que dans les cabinets des curieux, pour 100 morceaux estimés, il y en a 80 au moins qui ne sont que des espèces de camailleux et de lavis très tendres. Que les gens de lettres qui se piquent de manier le pinceau avec légèreté renvoient aux ateliers la coloration, enfin les ateliers artisanaux, et se bornent à jeter leurs pensées sur le papier à peu près comme les grands peintres d'Europe dans leurs dessins. Donc vous voyez le rapprochement, le parallèle avec les dessins très spontanés occidentaux qui sont évidemment la marque du génie de l'artiste. Européens, alors là ce sont les pères qui parlent, nos peintres européens qui donc là jugent la peinture chinoise non pas d'après les barbouillages de Canton, mais d'après ce qu'ils ont vu au palais, conviennent qu'elle pourrait donner bien des vues à la nôtre, sur la manière de traiter le paysage, de peindre les fleurs, de rendre un songe sensible, d'exprimer les passions. Et là, on a vraiment un témoignage qui montre que non seulement elle est intéressante, cette peinture chinoise, mais en plus on pourrait prendre exemple sur elle. C'est vraiment, alors là, un bouleversement assez considérable.
Alors ici un autre passage, extrait de Joseph Anne-Marie de Moirad de Maya, donc Histoire générale de la Chine, donc était aussi un jésuite qui était à Pékin. Les peintres de la Chine sont depuis longtemps décriés en Europe, mais il me semble que pour les apprécier sainement, il faudrait connaître quelques-uns de leurs bons ouvrages et ne pas les juger d'après les éventails et paravents que nous tirons de Canton. Que serait-ce si l'on allait prononcer sur l'école française d'après nos dessus de porte du pont Notre-Dame? Les Chinois prétendent avoir eu leur Lebrun, leur Le Sieur, leur Mignard, c'est écrit ainsi. Ils ont encore aujourd'hui des peintres qui jouissent parmi eux d'une grande célébrité. Mais on ne transporte point leurs ouvrages de Pékin à Canton, cette grande peinture finalement reste à Pékin, parce qu'ils ne seraient point achetés des marchands européens. Il faut à ceux-ci des nudités, des sujets galants et licencieux, et souvent c'est un excès que déplorent quelques missionnaires, ils ont séduit à prix d'argent des barbouilleurs de Canton pour en obtenir des tableaux dont l'obscénité put piquer le goût des voluptueux de l'Europe. Vous voyez le type de peinture qui est apprécié de certains marchands de Canton. Alors, cette nouvelle approche finalement de la peinture chinoise, elle est sensible également dans les milieux savants, cultivés, sinophiles, en France au XVIIIe siècle. Et je voulais citer ici un exemple de Marie-Louis-Joseph d'Albert d'Ailly, donc le duc de Chaulnes, qui avait eu l'occasion de voir en fait les peintures de Bertin, qui permettaient aux artistes, à ses connaissances, de voir dans ses collections de peintures. Et donc il a pu avoir une approche beaucoup plus précise en fait de cette peinture. Et il va s'intéresser en fait à cette peinture et notamment proposer à l'Académie des sciences une communication où on trouve le passage suivant. Je regarde depuis longtemps cette nation comme la plus curieuse connue, soit par l'ancienneté de son existence, soit par les connaissances sans nombre qu'elle a des différents arts, et qui sont prouvées d'une manière incontestable par les objets mêmes qui viennent de ce pays et dont j'ai rassemblé le plus grand nombre que j'ai pu. Cette collection et celle de M. Bertin me mettent en état d'assurer et de démontrer qu'ils ont presque autant de connaissances dans les arts qu'aucune nation européenne. C'est vraiment une appréciation, vous voyez, très dosée. Et Masson avait, au moment de la Seconde Guerre mondiale, en fait, il était allé aux États-Unis, il avait vu les collections de peinture Song du musée de Boston, il avait été fasciné par les paysages de l'époque des Song. Je vous remercie de votre attention et je suis heureuse d'avoir un peu dépassé le temps.